Bienvenue dans la suite du chapitre 4, les intégrales définies. Nous sommes dans le théorème fondamental du calcul. Je vais vous présenter ce fameux théorème et à quoi il sert. Introduction, je vais faire un petit retour. On a défini l'intégrale définie pendant la dernière vidéo à 4.1. C'est la notion de la limite d'une somme qui donne l'aire algébrique. Ici, on avait un exemple qu'on avait calculé. Ici, on a une fonction multipliée par un delta x, ça fait comme un rectangle. On additionne tous les rectangles, on fait tendre le nombre de rectangles par l'infini. Ça donne l'aire algébrique. L'aire géométrique si c'est positif, l'aire algébrique si on permet qu'elle soit négative. Et on l'exprime, au lieu d'écrire ceci avec une limite d'une somme, on l'écrit tout simplement avec une intégrale définie. C'est l'aire entre la courbe et l'axe des x, la courbe étant 2x plus 1, sur l'intervalle 0 à 1. C'est ce qu'on a défini dans 4.1. Fait que c'était beaucoup d'énergie pour calculer, dans cet exemple-ci, l'aire d'un trapèze. On a réussi à faire une droite, une parabole. Deux questions. Est-ce qu'on peut faire des fonctions plus compliquées qu'une droite ou une parabole? Puis y a-t-il un moyen de calculer une intégrale définie sans faire le calcul de la sommation et de la limite? C'est un calcul qui est assez lourd si on prend des fonctions autres que polynomiales, racine carrée, un sin, un ln. Est-ce qu'on est capable de calculer l'aire sous la courbe quand même? Quel est ce fameux théorème fondamental du calcul? Je vous présente les hypothèses. Soit f une fonction continue sur un intervalle AB et soit grand F une primitive de petit f. Alors le théorème fondamental se présente sous deux formes. Et voici les deux formes du théorème fondamental du calcul. La dérivée d'une intégrale définie de h jusqu'à x f de t dt, c'est un peu bizarre, il y a un t et un x. Je vais détailler en détail exactement c'est quoi. Mais la dérivée d'une intégrale, on retrouve la fonction. On savait que si on dérivait une intégrale indéfinie, on retrouvait la fonction, mais ça marche aussi pour une intégrale définie. C'est pour ça qu'on utilise le même symbole, les mêmes notations. C'est aussi une inverse de dérivée. Que si je recherche une intégrale définie, j'ai juste à prendre la primitive. Ici, c'est une nouvelle notation qui signifie simplement la primitive évaluée en B moins la primitive évaluée en A. Et quand on va calculer une intégrale définie, si je suis capable de trouver la primitive d'une fonction, je suis capable de calculer l'aire algébrique en soustrayant la valeur en B moins l'aire en A. Puis ça a plein d'autres applications que juste l'aire algébrique. Fait que si le théorème fondamental, évidemment, on va le démontrer parce que c'est un théorème qui est super important, on va essayer de donner du sens. Bien sûr que le symbolisme va nous dire qu'il y avait un lien entre les deux, mais de base, inverser une dérivée et l'aire sur la courbe, c'est pas du tout naturel qu'un lien entre les deux. Fait que, pour la démonstration, puis on va démontrer la première forme, puis je vais prendre le temps d'expliquer c'était quoi cette chose-ci. Ici, c'est l'aire algébrique d'une fonction sur l'intervalle a à x. Fait que l'aire algébrique va changer au fur et à mesure que le x change. Fait que ça va faire une fonction. Fait que cette fonction-là, je vais l'appeler a de x. Pour l'illustrer, je vais faire une petite animation GeoGebra. Ici, on a une fonction quelconque. J'ai un intervalle a et b et j'ai un x quelque part entre a et b. Ici, on voit que j'ai une aire algébrique ici. Fait l'aire ici, je ne sais pas c'est combien, peut-être 0.9. Fait je place un point avec ce x-là à une hauteur de 0.9. Et je fais varier le x. Et plus qui est petit, plus qui est collé sur A, plus que l'aire va être petite, et même ultimement 0 quand x est égal à A. Et si j'augmente le x, on voit que l'aire augmente. Ceci, c'est une nouvelle fonction. Quelle est cette fonction-là? C'est la fonction grand A de x ou l'intégrale définie de f de t dt de ax. Donc on voit qu'on obtient une fonction. Ici, c'est une fonction qui est purement croissante parce que la fonction est purement positive. Quand la fonction va devenir négative, c'est sûr que l'aire va diminuer et ici, ça va décroître. Fait qu'on s'intéresse à la dérivée de cette fonction-ci. C'est une fonction qui est obtenue par l'aire algébrique à partir du point A jusqu'à un point x. L'aire algébrique, c'est le y de cette nouvelle fonction-là, de la fonction ax. C'est cette fonction-là qu'on va essayer de calculer la dérivée. Ici, j'ai copié la fonction. Je calcule la dérivée de cette fonction-ci. C'est très bizarre de calculer une dérivée d'une fonction d'un aire algébrique, quelque chose comme ça. Pour y arriver, on va se baser sur la définition de la dérivée. La définition, on peut l'écrire de plusieurs manières. C'est cette notion-ci. La dérivée, c'est le taux de variation instantané. Ici, j'ai un petit écart h. Fait que c'est la fonction à x plus h moins la fonction évaluée en x. J'ai un écart de petit h que je divise par h. C'est vraiment une pente, une largeur de h,
et je fais tendre cette largeur-là vers 0. Fait que j'obtiens le taux de variation instantanée ou la dérivée de la fonction. On va calculer la définition, fait que c'est la limite de la soustraction divisée par h. On va commencer par travailler avec l'expression ax plus h moins ax, puis on va le borner par deux valeurs. On a vu les sommes de Darboux. Ici, on travaille avec les sommes de Darboux trait de base avec un seul rectangle. Fait qu'on fait le rectangle en dessous et le rectangle au-dessus. Fait que l'aire ici, entre ici, ax plus h moins ax. Ax plus h, c'est l'aire algébrique, tout ça. Mais j'enlève l'aire algébrique entre a et x, qui me reste juste cette aire algébrique-là. Cette aire algébrique-là va être compris par le grand rectangle et entre le petit rectangle. Fait qu'on va être quelque part entre les deux. Fait de la notation de Darboux, l'aire du petit rectangle, c'est S1, l'aire du grand rectangle, c'est grand S1. Comment on fait pour calculer l'aire du petit rectangle? C'est j'ai une largeur de h ici et j'ai une hauteur qui est le x qui donne le minimum sur l'intervalle. Et ici, j'ai une largeur de h et j'ai la hauteur, c'est le x qui donne le maximum sur cet intervalle-là. Dans ce cas-ci, c'est exactement x plus h. Ici, c'est quelque part entre x et x plus h. Fait qu'on voit que j'ai cette soustraction-là, cette aire algébrique-là, est quelque part entre l'aire de ces deux rectangles-là. On se rappelle, mon but, c'est de calculer la dérivée. Dans la définition de la dérivée, j'ai une division par h. Je divise partout par h. Et les inégalités sont respectées. Fait la fonction évaluée la hauteur minimum est plus petite ou égale à cette valeur-là, qui est plus grande ou égale à cette valeur-ci. Étape suivante, je prends la limite de chaque côté. Fait qu'ici, je prends la limite quand h tend vers 0. Fait qu'ici, le rectangle devient de largeur 0, le rectangle devient de largeur 0, et ici, j'obtiens exactement ma définition de ma dérivée. Et ici, quand le h tend vers 0, x sub x inf, ça vient tout simplement x, parce que c'est la valeur qui donne le x minimal dans un intervalle de largeur 0. Fait que ici, j'ai ma dérivée qui est quelque part entre f de x et f de x. Si quelque part entre les deux, il est exactement égal. Qu'est-ce que je viens de démontrer? C'est que la dérivée de ma fonction d'aire est égale à f de x. La fonction d'aire, c'était l'intégrale algébrique. Ma fonction d'aire était l'intégrale définie de f de t de a jusqu'à x. Je viens de démontrer la première forme, que la dérivée d'une intégrale définie, c'est on retrouve la fonction. Maintenant, on va s'intéresser à la forme 2 du théorème fondamental du calcul, qui nous dit que l'aire algébrique, ou l'intégrale définie de a à b, se calcule avec la primitive, en prenant la primitive qu'on évalue en b, puis on soustrait la primitive évaluée en a. Fait que ça, c'est la notation qu'on utilise pour dire que voici la primitive, je l'évalue en b, je l'évalue en a, et je soustrais entre les deux. Fait comment on fait pour démontrer ceci? Fait on repart de l'idée que la forme 1, c'est que la dérivée de la fonction ici en noir qui est obtenue par l'aire de la fonction évaluée entre a et x, c'est f de x. Grand f de x, c'est une primitive. Une information qu'on connaît, c'est que la fonction d'aire évaluée au point A, c'est nécessairement 0, parce que c'est l'aire entre A et A, c'est 0. À partir de ces informations-là, on va être capable de démontrer la forme 2. La dérivée de A, c'est f de x. Donc, si j'intègre de chaque côté, fait A est égal à la primitive de f plus une constante d'intégration. Pour trouver la constante d'intégration, j'ai besoin de connaître un point. Ici, je connais le point A de grand A de petit a est 0. Et je remplace ici, je mets un 0. Grand f de petit a plus c, j'isole ma constante, j'obtiens la négation de grand f de a. Tout simplement, a de x est égal à grand f de x moins f de a. Nous, on veut l'aire algébrique entre a et b. On veut remplacer le x par b. L'intégrale de a à b, f de x dx, c'est a de b qui est égal à f de b moins f de a. Tout simplement. On vient de démontrer que la primitive nous permet de calculer une aire algébrique, une intégrale indéfinie. Je vais faire quelques exemples très rapidement. Juste avant, je vais vous présenter des propriétés qui peuvent être utiles. Si je fais l'intégrale d'une somme ou d'une soustraction, c'est égal à la somme ou la soustraction des intégrales. Par une propriété des primitives des intégrales indéfinies, on a ce résultat-là directement. Même chose avec une constante, on peut sortir la constante de l'intégrale définie. Si on pouvait sortir d'une intégrale indéfinie, on peut aussi le faire d'une intégrale définie. L'autre propriété est beaucoup moins intuitive, mais c'est
une qui découle des propriétés d'art algébrique. Si je fais l'intégrale de b à a, c'est la négation de l'intégrale de a à b. C'est quelque chose qui est nouveau. En réalité, c'est comme si on reculait sur l'axe. En reculant sur l'axe, comme on donne un signe à notre aire, en reculant, ça va être une aire négative. Ça, c'est une propriété qu'on a déjà utilisée dans la démonstration. L'intégrale définie de a à vaut 0. Et finalement, dernière propriété, c'est qu'on peut couper notre intervalle en deux. Si j'ai un intervalle de A à B et je coupe un point C, faire l'aire calculaire algébrique entre A et C, j'additionne l'aire algébrique entre C et B et j'obtiens l'intégrale de A à B. Donc, juste couper l'intégrale au point C, j'ai ajouté un point au milieu de l'intégrale. Et cette propriété-là et celle-là sont reliées. Si on voit qu'on recule, sont jumelles ces deux propriétés-là, ça fait que l'intégrale de A à A et on obtient 0. C'est pour ça que ça fonctionne. Maintenant, je vais faire des calculs. On est capable de faire plusieurs intégrales indéfinies. Maintenant, on va être capable de faire plusieurs intégrales définies. Voici les exemples que je vais faire avec vous. Première intégrale, c'est celle qu'on a pratiquée, qu'on a faite avec la limite d'une somme. C'est la fameuse aire d'un trapèze. Est-ce qu'on est capable de le faire par le théorème fondamental? Deuxième, c'est la parabole. Je l'avais aussi faite dans la vidéo 4.1. C'était un peu lourd. On avait trouvé une fraction. Est-ce qu'on est capable de refaire ça? Ici, c'est deux qu'on était capable de faire avec la définition, mais le sinus, on n'a jamais essayé, mais c'est vraiment compliqué avec les propriétés sinus. Il faut utiliser la définition de la somme de Riemann. Mais avec le théorème fondamental, trouver la primitive de sinus, ça se fait bien. On va être capable de calculer l'aire sous la courbe. Première intégrale, l'intégrale de 0 à 1 de 2x plus 1. Je prends le théorème fondamental directement. Le théorème fondamental, comme il est fondamental, je vais toujours l'indiquer quand je vais l'utiliser juste par l'abréviation TF. D'accord? C'est une notation pour dire que c'est vraiment pas naturel qu'une aire algébrique se calcule avec une primitive. C'est le théorème fondamental qui me le dit. J'écris la primitive ici. La primitive de 2x, c'est x carré. La primitive de 1, c'est x. Et ce symbole-là pour dire que je vais l'évaluer à 1 et à 0 et je vais soustraire entre les deux. C'est ce que je fais. Je l'évalue à 1, je l'évalue à 0. Et j'obtiens 2. Fait que l'aire de trapèze que j'avais est effectivement 2. On l'avait déjà calculé plusieurs fois. Mais, mon bout de parabole qu'on avait fait aussi dans 4.1, je prends mon théorème fondamental pour calculer cette intégrale-là. Je prends la primitive. Primitive de 3, c'est 3x. Primitive de x2 sur 4, c'est x cube sur 3, mais comme il y a sur 4, ça fait sur 12. J'évalue en 3, j'évalue en 1. Puis je remplace tout mix par 3, moins. Je mets des parenthèses. Il faut faire attention, le moins, ça va devenir un plus. Et j'obtiens 23 sixièmes. C'était la même chose qu'on avait trouvé avec les sommes de Darboux supérieures et inférieures. Maintenant, une nouvelle fonction qu'on n'avait pas faite, c'est le sinus. J'intègre ceci de 0 à pi, fait que c'est vraiment une boucle au-dessus de l'axe des x. Fait que je prends le théorème fondamental, c'est moins cos, que j'évalue en pi et 0. Ça fait moins cos de pi, moins cos de 0. Et j'obtiens 2. Encore une fois, ici j'ai un intervalle jusqu'à pi, une fonction sinus, et j'obtiens un naturel comme surface. C'est un peu étrange, mais ici il y a quand même un pi dans le calcul, mais on arrive à quand même des beaux nombres quelquefois. Je ne sais pas si vous avez bien compris le principe. J'aimerais ça que vous laissiez essayer quelques intégrales. J'en ai préparé 3. L'intégrale de 0 à 4 de x moins 3 fois x plus 2. L'intégrale de moins 1 à 2 de 2x moins 1 sur x carré moins x moins 6. Et l'intégrale de ln de x de 1 à e de x. Ils ont tous des petits trucs, des petites nouveautés. Je vais quand même ça vous les essayer par vous-même en premier. Voir si vous êtes capable de voir des astuces-là. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. Je vais vous présenter des astuces et même plusieurs intégrales que je vais faire de deux manières. Je vous laisse prendre le temps nécessaire, peser sur pause. Les solutions arriveront dans 5, 4, 3, 2, 1. Première intégrale, l'intégrale d'un produit. Il faut que je trouve la primitive de ça. C'est sûr que ça, c'est une intégrale qu'on aurait pu développer avec la limite de la somme, prendre les sommations des i carré, i est constante, arriver à quelque chose. C'était beaucoup de calculs, mais on est capable de trouver la primitive, même si c'est un produit. Ici, c'est un polynôme, il faut un polynôme. Le truc, c'est tout simplement de faire le produit de nous-mêmes. Je fais le produit, j'obtiens x carré moins x moins 6. Maintenant que c'est facile à trouver la primitive qui donne x cube sur 3 moins x2 sur 2 moins 6x que j'ai évalué en 4 et en 0.
Je remplace par 4, je remplace par 0. J'obtiens moins 32 tiers. Un négatif, oui, ça a du sens. Si on regarde le dessin, j'ai une très grosse section qui est négative et une petite section qui est positive. C'est normal qu'il y ait plus de négatifs que de positifs. Il y a moins 32 tiers, la différence entre les deux. Fait que je ne sais pas si elle est réussi celle-là. C'est pas très difficile celle-ci. Deuxième intégrale. Quand on fait une intégrale définie, il y a une subtilité qu'on n'avait pas quand on faisait des intégrales indéfinies, c'est le domaine. Il faut s'assurer qu'on ne chevauche pas des points de discontinuité. Ici, j'ai une fonction rationnelle, il pourrait avoir des points de discontinuité. Ici, on remarque le x carré moins x moins 6, il faut trouver les zéros, mais c'est exactement la fonction qu'on avait tantôt qui était déjà factorisée. Fait qu'ici, ça vaut 0 en moins 2 et en 3. Mon intervalle ne couvre pas ces points-là, fait que c'est pas un problème. Est-ce qu'on va être capable de les faire si on chevauche un point de discontinuité? Il y a une autre section qui va traiter de ça, mais je veux juste vous en parler dès maintenant pour dire faites attention. Maintenant, il faut se soucier du domaine de la fonction pour s'assurer que l'intervalle correspond au domaine de la fonction, il soit dans le domaine. Ici, on voit que j'ai une partie positive, une partie négative, c'est laquelle la plus grosse. Ça va être positif, négatif, est-ce que les deux parties sont égales? On va le calculer. Fait que pour calculer ça, il faut que je trouve la primitive. Ici, j'ai un quotient. Je ne peux pas résoudre le quotient directement. Alors, il faut que je prenne une méthode. On peut faire une division crochet. Non, parce que le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur. Changement de variable, est-ce que ça se fait bien ici? Ici, est-ce que ça pourrait être mon u? Si je dérive ça, ça fait 2x moins 1. C'est exactement mon numérateur avec le dx. Fait, le changement de variable fonctionne bien. Le changement de variable, quand vous le faites pour une intégrale définie, il y a deux manières de le rédiger. Je vous présente les deux manières. J'ai un faible pour la deuxième, mais vous l'avez sûrement fait, vous, peut-être par la première méthode. Et je vais vous indiquer des choses de faire attention à votre rédaction. Fait, mon changement de variable que j'avais posé, c'était u égale x carré moins x moins 6. Mon du, c'est 2x moins 1 dx. Je remplace en u. Qu'est-ce qui se passe avec mes bornes? Mes bornes, je ne peux pas laisser juste moins 1 puis 2. Parce que mes bornes, c'est des x. C'est pour ça que c'est important de spécifier. J'ai fait mon changement de variable, mais mes bornes, je ne les ai pas changées, je les ai laissées en x. Si on laisse 2 puis moins 1, que ça change, je l'ai peut-être fait comme ça, vous êtes peut-être allé arriver à la bonne réponse. Mais en théorie, en mathématiques, quand on prend calcul de n'importe quelle ligne, on doit être capable de l'avancer et se rendre quelque part. Et si je mets directement 2 et moins 1, il n'y a rien qui me dit que c'est pas juste un problème en U, je remplace par 2, je remplace par moins 1 et je trouve la réponse. C'est pour ça que ça me rappelle, si je prends un problème d'ici, il faut que je fasse attention parce que les bornes, ce n'est pas des U, il y a un transfert que je dois être fait. Pour ça, c'est super important de mettre le x égale 2, x égale moins 1 si vous faites un changement de variable par cette méthode-là. Fait j'intègre du sur u, c'est directement ln de valeur absolue de u. Encore une fois, je l'évalue en 2 puis moins 1, mais c'est des x. Fait que ça me rappelle, il faut que je le transforme en x. Fait que je ramène mon u en x. Là, maintenant, je peux l'évaluer en 2 en moins 1. Ici, je n'ai plus besoin de mettre les x parce que c'est évident que ça correspond à cette variable-là. Je remplace par 2, je remplace par moins 1. J'obtiens 0. Graphiquement, on le voyait que c'était proche un positif, l'autre négatif. Ici, on est certain que c'est la même surface qui était positive-négative. Et l'aire algébrique vaut 0. Si je recommence la deuxième méthode, c'est quoi la différence? Puis je vous invite souvent à la faire. C'est des fois, il y a un petit raccourci. Puis l'exemple que j'ai choisi est vraiment un très gros raccourci en prenant cette méthode-là. Puis on va voir même chose. On fait le changement de variable u égale x carré moins x moins 6 et le du étant 2x moins 1 dx. Fait ici, par cette transformation-là, si le x vaut moins 1, je mets le moins 1 dans cette opération-là, puis je vais obtenir un u correspondant. Fait si le x vaut moins 1, le u vaut directement moins 4. Moins 1 au carré, moins 1, moins 6. Et je fais la même chose avec le 2, mon autre borne. Si le x vaut 2, je remplace x par 2 dans cette équation-ci. J'obtiens ceci et j'obtiens ma nouvelle borne. Des fois, ils peuvent changer d'ordre. Il y en a une qui est plus petite que l'autre. Faire attention. Ici, on voit qu'ils deviennent égales. Peut-être vous voyez. Si j'intègre de moins 4 à moins 4 du sur u, sans même faire la primitive, par les propriétés de l'intégrale définie, on sait que c'est 0. On n'a même pas eu besoin de trouver la primitive. Juste par le changement de variable, j'ai obtenu une nouvelle intégrale et j'obtiens 0. C'est pour ça que des fois, c'est avantageux de passer comme ça. Sinon, j'aurais intégré en U et j'aurais évalué directement avec les bornes que j'avais obtenues s'il n'avait pas été la même. C'est une méthode, quand vous faites un changement de variable comme ça, le manuel propose de le faire toujours comme ça. Je l'invite à le faire comme ça. On gagne une étape, puis ça fait de quoi de plus
plus élégant dans la rédaction. Troisième intégrale qui est ln de x dx. On l'a pas dans notre table ln, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça ressemble, on avait fait des choses semblables en intégration par partie. Effectivement, c'est une intégration par partie. Comme c'est un peu lourd, comme il y a plusieurs étapes, en tout temps, puis même pour un changement de variable, vous avez toujours le droit de dire je vais enlever les bornes, je vais trouver mon intégrale indéfinie, et ensuite je vais prendre mon théorème fondamental et reprendre le calcul que j'ai déjà fait. Ici, je voulais faire un exemple comme ça. J'oublie les bornes, je fais mon intégrale indéfinie, puis ensuite, quand je vais prendre mon théorème fondamental, je vais reprendre la primitive que j'ai calculée. L'intégrale de ln de x, suppose le u égale ln de x, le dv égale dx. Ça, c'était l'astuce quand on avait une fonction logarithmique. Je calcule le du qui est dx sur x. Je calcule le v qui est la primitive de dx qui est x. Je remplace. Que l'intégrale de u dv, c'est uv moins l'intégrale de v du. Je substitue. Ça fait uv moins l'intégrale de v du. Ici, j'ai une simplification pour mon intégrale qui est juste dx. J'intègre ceci, ça fait moins x plus c. J'ai obtenu la primitive. Maintenant, je ramène mon problème avec l'intégrale définie. Cette intégrale-là, par le théorème fondamental, je le remplace par la primitive que j'ai calculée ici. On n'a jamais besoin de la constante. J'évalue en e, j'évalue en 1, toc toc, et ça vaut tout simplement 1. Ici, encore une fois, c'est un peu étrange, une surface entre 1 et e. La fonction logarithmique, j'arrive exactement à 1. Moi, les courbes ont des belles propriétés comme ça. Est-ce qu'on pouvait le faire directement? Si vous dites, je trouve ça plate un petit peu de le faire indéfini, est-ce que vous pouvez le faire directement avec l'intégrale définie? Ouais, il faut juste faire attention à l'écriture, toujours traîner notre E et notre 1. Je trouve qu'il y a beaucoup de détails à tenir compte, je voulais quand même vous l'illustrer. Ici, on pose notre U, notre dv. Si on prend une technique d'intégration pour une intégrale indéfinie, c'est qu'on utilise le théorème fondamental. Ici, en prenant l'intégration par partie, j'utilise le théorème fondamental qui est le UV moins l'intégrale de V du. Ici, je peux l'évaluer directement entre E et 1. Et ici, j'ai une nouvelle intégrale toujours entre 1 et E. Ici, je remplace par E, je remplace par 1, il me reste l'intégrale là, qui me donne X. Et ensuite, je remplace par E, je remplace par 1, j'obtiens 1. Une autre manière de le faire, il n'y a pas la constante d'intégration, mais faites attention, toujours traîner le E et le 1. Comme je disais, tout calcul, on doit être capable de le partir à l'endroit qu'on veut. C'était le dernier exemple que je voulais faire avec vous. Je vous laisse faire vos exercices, vous en avez beaucoup. Je vous laisse là-dessus. Bon travail, faites vos exercices. Toutes les techniques d'intégration, on les utilise encore, c'est ça que vous allez voir, mais on obtient des nombres au lieu d'obtenir des fonctions. Je vous laisse là-dessus. Bon travail.